Bon, la forme ou quoi? Ouais, bonne année, les mecs. On est le 4 janvier. La bonne année. C'est finito. Direction l'année prochaine. Hein? Bah ouais. On a encore, ouais, on a un début de semaine. J'ai vu quelqu'un qui disait un début de semaine en fanfare. Oh, Benito, 13 mois. Merci, mec. Tu régales. Ouais, Stellaris. Il faudrait que j'y rejoue. Je bouffe assez d'espace comme ça en semaine. Mais Arios, 26 mois. Putain. Fini. 2 ans. On 2 ans. Beaucoup, hein. Bon, Tengreen n'est pas dispo malheureusement, bah, il a aussi des obligations, le pauvre Tengreen. Hein. Voilà. Bon, on a quand même eu une bonne semaine, hein. Le spatial ne dort jamais. Et on va avoir une semaine prochaine totalement folle, ou pas. Mais normalement, voilà, on va avoir du tir et pas n'importe quoi. Tout se précise à grande vitesse. Donc on va... Il y a du lourd qui arrive, il y a du lourd. Mais c'est ce qu'on veut, il faut... voilà. Je suis à fond sur Pass of Exile, là, Pass of Exile, là je vais peut-être y jouer tout l'après-midi. Hein. Je me dis, ok, je fais des journées Pass of Exile. Est-ce que je joue toute la journée à Pass of Exile? Je fais que ça, je stream et je fais que ça, ou alors j'essaie aussi de faire autre chose. Oh, Serekai! Oh, Serekai, attends, c'est... Putain, Serekai, 46 mois! C'est beaucoup, Serekai. Merci, mec. Serekai qui est là depuis le début, quasiment. Hein, voilà. Crassus Clay aussi, 48 mois. Bon, ça suffit! Est-ce que je peux commencer? Merci les mecs, vous régalez. Bon écoutez, on commence ou quoi? On va commencer avec la Chine. On finira avec la Minute SpaceX comme d'habitude, hein. Tu vas le jouer ou le stream? Non, je stream pas trop, PoE, c'est mon petit plaisir à moi. J'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de tout streamer tout le temps. Pass of Exile, je joue avec des potes et tout, je joue un peu de mon côté, je fais des persos et tout, je m'éclate. Matez ça. Ça c'est Landspace. J'ai déjà parlé de Landspace, souvent, qui est une des grosses compagnies chinoises, du New Space chinois. Vous avez Deep Blue Aerospace, vous avez Landspace, vous avez Galactic Energy. C'est vrai que je vais essayer maintenant, je vais faire l'effort de ne plus juste mettre les drapeaux chinois par fainéantise et de vous mettre un peu les noms des compagnies chinoises et tout ça. Et c'est vrai que là, on a Landspace. Donc Landspace, ils sont connus avec la Zhuge 2. Vous vous rappelez la Zhuge 2, on en avait souvent parlé, qui est la première fusée au Metalox à être allée en orbite avec propulsion méthane liquide, oxygène liquide. Ils avaient battu à pas grand-chose la Vulcan, Starship, la New Glenn. Donc c'est beau. Et Landspace, la Zhuge 2 n'est qu'un développement technologique à court terme pour aller vers le futur. Et le futur, c'est la Zhuge 3. La Zhuge 3 qui est plus une espèce de grosse Falcon 9 qui aura vocation à être totalement réutilisable. On avait vu il y a pas longtemps le deuxième étage de la Zhuge 3. Donc les Chinois testent la Zhuge 3, le deuxième étage qui va être aussi réutilisable, ce qui est énorme. Et on avait vu les Chinois faire des petits, ce qu'on appelle des hops, monter à quelques kilomètres, redescendre, et voilà. Donc là, vous aviez et on n'a jamais vu encore le premier étage de la Zhuge 3. Donc généralement, vous testez les étages séparément. Donc on avait déjà vu le deuxième étage de la Zhuge 3. Et ce que vous avez là, donc dans les plans de la... donc elle va être au Metalox. Donc ils vont apprendre de ce qu'ils ont fait avec la Zhuge 2 pour faire une espèce de Falcon 9 au Metalox. Et voilà la bête. Donc nous, on a vu le deuxième étage. Et vous auriez le premier étage qui aurait 9 moteurs. 9 moteurs au Metalox. Et vous noterez que sur la photo, partagée par Landscape, vous avez 9 moteurs. C'est les premiers 9 moteurs qui vont être intégrés sur le premier étage de la Zhuge 3. Et ça va être intégré tout ça. Donc les Chinois sont en train d'embrasser le réutilisable à toute vitesse. Là où en Europe on a loupé le bon, on a loupé le coche forcément. Hein. Quand vous avez des mecs comme Stéphane Israël, il ne faut pas s'attendre à des révolutions industrielles. Hein. Les Chinois, eux, n'ont pas loupé le coche. Et sont en train ont vu ce qui se passe avec SpaceX, ont vu l'intérêt de faire du réutilisable. Et on a quasiment, on a la Nebula 2 de Deep Blue Aerospace, on a la Zhuge 3. Tout ça, ça va voler. Ça va voler en 2023, pardon, 2025 cette année, normalement. On pense en tout cas. Donc là, vous avez Landspace
qui est en train de mettre les bouchées quintuples pour faire voler Sasuke 3. Il va être remplacé, il a déjà été remplacé, figure-toi. En même temps, il aurait dû être viré il y a bien longtemps pour incompétence, ce mec, voire haute trahison, vu comment il a amené Ariane Espace dans le mur. Mais bon, ça c'est moi, hein, voilà. Rien d'intéressant du côté des Européens. Donc ouais, là, ça avance. Hein. Les Chinois, il faut les comprendre. Il y a un gigantesque marché en Chine en train de se mettre en place avec les tirs pour tirer les méga constellations chinoises. 2 méga constellations en même temps en train d'être déployées. Il y a beaucoup d'argent qui va circuler et il y a des contrats à prendre. Donc toutes ces compagnies, elles ont vu ce que fait SpaceX avec la Falcon 9. Et les Chinois, attendez-vous en 2025-2026, surtout 2026, à avoir peut-être un tir tous les jours en Chine. De plusieurs compagnies différentes. L'écosystème n'est pas le même qu'aux US. Et ils vont faire du réutilisable. Ils ont vu que les Falcon 9, le réutilisable, fonctionne. Et il va y avoir des marchés à prendre avec les méga constellations. Donc le marché va se nourrir de lui-même. Les Chinois font du SpaceX, tout simplement. Font faire du SpaceX, vont faire du Starlink à leur sauce. Et SpaceX a montré que ça fonctionne. Donc si ça fonctionne pour un, les Chinois vont dire on va faire la même chose et on va l'améliorer. Et là vous avez le début. Il y a l'Inde, ouais, l'Inde a déjà tiré, on va parler de l'Inde. J'avais déjà parlé la semaine dernière avec SpaceX. Et donc ouais, c'est beau de voir la Zhukie 3 qui est en train de se mettre en place. On aura sûrement un tir de la Zhukie 3, peut-être Q2 2025. Ouais, on est en 2025, va falloir que je m'y fasse. J'avais jamais parlé de Gilmour Space. Gilmour Space, je les ai vus passer sur mon feed, mais j'en avais jamais parlé. Gilmour Space, c'est une compagnie australienne, et Gilmour Space va en 2025 faire son premier tir. Ils ont un pad opérationnel, un pad orbital, ils ont une fusée. L'Inde ne donne pas dans le réutilisable. Il y a des projets, mais pas pour le moment. En fait, ils n'en ont pas besoin du réutilisable. En fait, le réutilisable, c'est bien si tu as beaucoup de choses à tirer. Si SpaceX a besoin du réutilisable, c'est pour faire avancer ses technologies, mais aussi pour mettre en orbite Starlink. S'il n'y avait pas Starlink, SpaceX pourrait faire sans le réutilisable, juste avec ses Falcon 9. Mais le réutilisable est parfait quand tu as beaucoup à tirer. Et les méga constellations fournissent l'économie pour ça, en fait. Voilà, par exemple, les Européens, techniquement, n'ont pas besoin de réutilisable. Mais il ne faut pas oublier que quand tu crées le vecteur, le besoin peut arriver. Tu vois, souvent, on se dit, ouais, je vais développer quelque chose parce que le marché existe. SpaceX a montré qu'on peut faire l'inverse. On développe l'outil et l'outil va faire se développer le marché. Vous voyez, SpaceX a cassé un peu certains modèles économiques et les Chinois ont compris ça. Les Européens pas, malheureusement. Et voilà. Donc oui, l'Australie s'y met aussi. L'Australie, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Tout le monde a compris l'importance d'avoir un accès à l'espace. Un accès privilégié à l'espace pour pouvoir mettre en orbite rapidement sans passer par des compagnies américaines, par des compagnies européennes ou des compagnies indiennes ou chinoises. Et c'est une chance incroyable pour un État occidental d'avoir une compagnie qui fait du spatial. Tout simplement. Donc ouais, là vous avez l'Australie, Gilmour Space Technology, qui a sa première roquette au pad. Je les ai pas suivis, eux, j'ai pas vu leur feu statique et tout ça, mais je les ai vus passer sur mes feeds, mais j'en ai pas parlé parce que je peux pas parler de tout le monde. Écoutez, quand ils voleront, on sera là pour leur premier vol et on souhaite que du bonheur à tout le monde et beaucoup de réussite pour le spatial. Il faut que les gens réussissent. On est content que les compagnies réussissent tous, sans exception, que ce soit les Iraniens, les Chinois. Moi je suis pour tout le monde. Et plus il y a de tirs, plus il y a de compétition. Voilà quoi. Donc ouais, ça va envoyer. La New Glenn. La New Glenn va voler lundi, les mecs. Alors... Free Power 29 mois. Pas tout le monde sauf Europe, non, l'Europe aussi. L'Europe, j'ai jamais souhaité qu'une Ariane 6 explose au pad. Mais l'Europe, c'est du gâchis, tout simplement. Parce qu'ils ont de l'argent. Hein. Il y a les budgets qui circulent là, les nouveaux budgets de l'ESA. T'es là, mais qu'est-ce que vous faites avec ce pognon, quoi c'est honteux. C'est honteux. C'est du détournement de fonds publics. Hein. Le but, c'est d'arroser les copains et les industriels. Hein. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les mecs du CNES et tout. Hein. Donc ouais, on a... Alors, putain, la New Glenn, ils vont la faire voler. 6h du mat, heure française. 5h pour moi en Islande.
on le fera pas en live, hein, je suis désolé. Hein. C'est une horaire de merde. Je vais pas me lever à 4 h du mat pour couvrir la New Glenn. C'est un peu abusé. Donc on fera... il y aura la rediff, hein. Puis on regardera avec la minute spatiale, voilà. Ça se trouve, en plus, ce premier vol, ça va peut-être même pas voler. Mais en tout cas, les nouvelles sont bonnes. Le tir, je pense que la New Glenn va foirer. T'en sais rien. T'en sais rien. C'est pas bien de dire ça. Moi, je pense pas. Tout s'est bien passé au niveau du feu statique et tout. Est-ce qu'ils vont louper? Ils ont pas de charge utile. Vous comprenez qu'ils vont tirer une demi, donc une charge utile inexistante, mais qui simule. Voilà. Tu l'aurais fait pour Starship, bah ouais, mais je suis un SpaceX fanboy. Je suis un SpaceX fanboy. La New Glenn, ils vont tirer de nuit. Starship, ils ont toujours tiré de jour. Ils ont toujours tiré de jour et tout ça. Donc ouais, c'est confortable. Mais là, me lever à 5 h du mat pour la New Glenn, pour voir un tir de nuit... Bon, des New Glenn, on en verra d'autres, hein, voilà. En tout cas, regardez, ça c'est... Ah non, hop, ça c'est Jacqueline. C'est la barge. La barge qui a quitté hier Cap Canaveral. Parce que Cap Canaveral a son propre port, hein, je le montre assez souvent. Et voilà la barge de récupération, puisque le premier étage de la New Glenn va revenir se poser. Ce sera peut-être... S'ils arrivent là du premier coup à aller en orbite et à récupérer le premier étage, ça serait un exploit technologique incroyable. Et surtout, ça serait la deuxième fusée réutilisable. Hein, on a, je veux dire, à part la Falcon 9 et Starship, on a la troisième techniquement. La troisième, puisque Starship est réutilisable, le booster en tout cas, on va en reparler, mais tout ça c'est réutilisable. Donc ouais, on espère que la New Glenn va se poser du premier coup, et normalement, et la navette spatiale. Est-ce que la navette spatiale est une fusée, plus qu'un avion orbital? Je considère pas la navette spatiale comme une fusée, mais plus comme un avion orbital à proprement parler. Mais la question se pose. Au pire, je vais te donner raison. Je vais te donner raison et je vais dire opérationnel. D'accord? Opérationnel. Mais techniquement, t'as raison. On va dire opérationnel, ok. Les boosters de la navette étaient récupérés. Ouais, mais... Les boosters ont... Les moteurs... Ce qui importe, c'est les moteurs. Mais le système était partiellement réutilisable. Mais ils ont tellement échoué dans pour le rendre réutilisable que c'était hors de prix, en fait. La navette spatiale était une pièce de technologie incroyable. Mais elle était aussi extrêmement dangereuse. Elle a tué beaucoup de gens, la navette. La navette a tué des gens. Et ça, c'est pas acceptable dans le spatial. Et surtout, elle valait hors de prix. Donc ça sert à rien. Le but du réutilisable, c'est de faire tomber les prix. Si vous faites du réutilisable et que vous faites augmenter les prix, c'est que vous avez échoué dans le réutilisable, vous voyez. Ah, putain, Rusty Prime. 25 mois. Ouais, les pubs, les mecs, les pubs Twitch, je peux rien malheureusement. Oh, Crassus, 38, tu régales. Merci, mec. Bah ouais, les mecs, les pubs Twitch, je suis désolé, hein, c'est pas moi qui décide. Hein. Twitch, il faut qu'ils fassent leur pognon. Dites-vous que moi, je fais même pas de thunes sur les pubs. Hein. C'est Twitch qui récupère tout. Hein. Pour le privé, je suis d'accord, bien sûr. Donc ouais, la navette, malgré... la navette était un exploit technologique, mais une faillite financière, malheureusement. Voilà. Jacqueline, c'est le nom de la mère à Bezos, absolument. Jacqueline Bezos, c'est le nom de la mère à Jeff Bezos. Voilà. Donc ouais, matez-moi ça, c'est quand même regardez, c'est une sacrée barge. D'ailleurs, elle a été en partie faite à Brest. Elle était à Brest il y a pas longtemps, j'avais montré qu'on avait quitté le port. Hop là, pourquoi elle a fait augmenter le coût de la navette? Le problème de la navette, c'était entre autres son bouclier thermique. Les contraintes étaient telles que vous deviez avoir 2 navettes en permanence, prêtes à tirer. Le bouclier thermique était un enfer à gérer. Et au final, elle coûtait presque à la fin 2 milliards de dollars le tir. Pour faire simple, elle n'était pas viable financièrement. Alors qu'elle était censée être réutilisable, donc faire tomber les prix. Elle a fait exploser les prix parce que... Ils n'ont jamais été capables de rendre ça rentable et efficace. D'ailleurs, SpaceX a beaucoup appris. SpaceX a beaucoup appris de l'échec de la navette. En termes de réusabilité, ils ont... Si SpaceX est aussi bon, c'est qu'ils apprennent aussi de tout ce qui a été fait avant. Hein. Voilà. La barge est française, absolument. Elle a été faite à Brest. J'avais fait une minute spatiale il y a longtemps. Il y avait la barge qui était à Brest, en effet. Plus cher qu'une SLS. Non, un peu moins cher quand même. Les 2 accidents de la navette, ouais. La navette... Alors, les accidents de la navette, il y a des erreurs humaines qui auraient... Challenger, c'est 100% erreur humaine. Genre, les gens savaient qu'elle allait exploser. Hein, les gens savaient. Je le dis souvent, mais Challenger aurait dû être évité. Il y a eu un problème de management, pour des raisons politiques.
Les gens savaient qu'elle allait exploser. Il y a des ingénieurs qui ont dit elle va exploser les mecs. Ils pensaient même qu'elle allait exploser au pad. Et après ça, ça a changé beaucoup de choses dans l'organisation de la NASA, l'école de lancement. Donc ouais, d'ailleurs vous noterez si vous avez l'œil que sur Jacqueline, il y a ça. C'est quoi ça les mecs? Sur Jacqueline, sur le bateau barge. Hop là. C'est Starlink, absolument, c'est Starlink Naval. Donc, alors c'est pas un secret, hein. C'est pas un secret que Blue Origin et même Jeff Bezos utilisent Starlink Naval. Par exemple, il a un énorme yacht. Jeff Bezos. Vous avez du Starlink Naval sur le yacht. Jeff Bezos s'est jamais caché qu'il utilise Starlink parce que c'est un système incroyablement efficace. Kuiper n'est pas opérationnel. Donc vous avez sur Jacqueline, Blue Origin ne s'en cache pas qu'ils utilisent le service de Starlink parce que ça marche super bien. Tout simplement. Voilà. Ça marche super bien. Donc là, vous avez sur Jacqueline pour faire les connexions de data, d'images et tout. Voilà. Les chiffres sont assez fous, hein. On va reparler un petit peu des chiffres plus tard. Hop là. À propos de Starlink. Comme je vous dis, la révolution Starlink. Starlink est une révolution, hein. Je ne le répéterai jamais assez. Là, ils ont confirmé Starlink cette année qu'ils avaient atteint les 4 900 000 abonnés. Et je vois des mecs qui font des études statistiques et qui arrivent à prédire sur plusieurs mois à l'avance. Et ils seront à 5 millions en février. Roumaine, puis Brest, ça marche absolument. On l'avait vu j'avais montré la marche quand on avait franchi le Bosphore. Puis amené à Brest et tout ça. La courbe est folle parce qu'il y a aucun... En fait, c'est simple, vous êtes sur un marché où il y a une énorme demande et il n'y a aucun concurrent et votre produit est génial. Et les concurrents, c'est des satellites, c'est des dinosaures de satellites géostationnaires merdiques. Et voilà. Starlink va-t-il tuer les Orange SFR? Non, c'est pas les mêmes marchés en fait. C'est pas les mêmes marchés. Surtout en ville. Mais il y a un énorme marché pour Starlink, pour de l'internet de mauvaise... Là, j'ai vu sur Twitter, il y avait un mec en Antarctique. Il montrait sa connexion Starlink en Antarctique, et c'est vrai que c'est bien plus élevé que mes parents dans le Finistère Nord. Donc le mec en Antarctique avec Starlink Mini avait une co de zinzin. Un gros ping, une grosse latence quand même, il avait 90 de latence, mais ça reste plus qu'acceptable. Et le mec en Antarctique avec un Starlink Mini, donc il y a encore une autre génération de Starlink portatif que vous mettez dans un sac à dos. Le mec avait une connexion de dingue en Antarctique, quoi. C'est beau. Donc ouais, pour pouvoir atteindre ces chiffres de dingue, il tire beaucoup. C'est pour ça que SpaceX est à 140 tirs cette année. Il faut tirer tout le temps. Bah, vous avez imaginé 100 000 abonnés, il faut que ça suive logistiquement. Donc il faut tirer de plus en plus il faut tirer de plus en plus de satellites. Regardez, ça c'est les chiffres de 2024 en termes de masse amenée en orbite. SpaceX en 2024, SpaceX a mis 85% de toute la masse en orbite. Et derrière, vous avez la Chine entière, pas juste les compagnies chinoises. Vous avez la Chine entière, vous avez Roscosmos, la Russie en troisième. Puis après, vous avez l'ISRO, vous avez des compagnies, vous avez Ariane Espace, regardez Ariane, ULA juste derrière Ariane, Rocket Lab, et vous avez même vous avez l'Iran, les gardiens de la révolution, qui sont même dans le classement. Voilà, donc c'est terrifiant de voir SpaceX. En vrai, avec Starlink, Inox aurait pu faire un live sur le sommet de l'Everest, absolument. Le problème, c'est qu'il aurait dû prendre Starlink Mini, et il faut le porter, Starlink Mini. Mais il aurait totalement pu faire un live au sommet de l'Everest. À voir si le sommet de l'Everest est une zone couverte par Starlink, ce qui n'est pas sûr. Est-ce que l'Everest est considéré comme étant en Chine? Question bête, mais l'Everest, c'est pas en Chine. Le plateau himalayen, c'est le Népal. Je crois que le Népal vient de signer avec Starlink. Il y a quelques mois de cela. Donc techniquement, si Starlink est opérationnel au Népal, vous pouvez faire un live avec un Starlink Mini. Vous pouvez sans problème faire un live haute qualité au sommet de l'Everest. Sans aucun doute.
Donc ouais, vous comprenez pourquoi Starlink est opérationnel et tourne super bien. C'est que SpaceX, grâce au réutilisable, a la capacité... est déjà doté, bien sûr. Ah ouais, voilà, le camp de base est déjà doté, je suis pas surpris. Donc ouais, vous comprenez pourquoi SpaceX tire autant. C'est qu'il faut... Il faut non seulement alimenter Starlink et la progression de Starlink, et il faut aussi faire les tirs pour les compagnies privées. Il y a des compagnies privées qui passent, quasiment 30% de leurs tirs, SpaceX, c'est des compagnies privées qui veulent mettre des satellites en orbite. Ils ont encore tiré tout à l'heure. Voilà, c'est beaucoup de pollution pour peu de monde. C'est beaucoup de pollution. Polluer l'espace, c'est du vide, mec, il fait moins 150 degrés. J'aime bien les gens qui emploient le terme pollution. On pollue du vide. On fout des trucs dans l'orbite. Et Starlink, ça désorbite, ça rentre dans l'atmosphère. C'est même pas des débris spatiaux. Ah là là, les gens qui racontent n'importe quoi sur Starlink ou sur l'encombrement qu'ils font... Faut faire la part des choses, je le répète souvent, entre l'encombrement de l'orbite basse, qui est un problème, les débris spatiaux qui sont encore un autre problème, et tout ça, c'est différentes choses avec différentes solutions. Et... Juste dire pollution, ça me fait doucement rigoler, parce que ça veut... Si tu emploies le terme pollution, ça veut dire que tu sais pas de quoi tu parles. Littéralement, t'as entendu ça quelque part, par d'autres experts en expertise. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, Pépé, va voir le reportage d'Arte, les conquistadors de l'espace. Je suis allé voir. Et ça traite de Starlink. C'est un truc d'Arte totalement à charge contre Starlink et Elon Musk. Tout ce que fait Starlink et Elon Musk, c'est mal. Par contre, quand c'est les Européens qui le font, c'est très bien. Il y a des interviews de Thierry Breton. Allez voir pour vous rendre compte à quel point c'est nul. Et c'est mal fait, mal sourcé, il mélange tout, un peu comme notre camarade qui vient d'employer le terme pollution sans parler dans le détail de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est un problème, qu'est-ce qui n'est pas un problème. Eux ont fait une soupe anti-Starlink, anti-Musk, tout en donnant aux Européens des lauriers. Et j'ai trouvé ça très très drôle. Mais ça vous montre à quel point... Ça fait pas un peu de pollution lumineuse. Bon, les emmerde, les gens qui veulent observer l'espace. Tu sais, il y avait aussi les libraires, les libraires qui gueulaient parce qu'il y avait Internet. Oh, les gens vont plus lire de livres, il y a Internet. Voilà, c'est pareil. Oh là là, les gens, ils peuvent plus regarder l'espace, il y a Starlink. Je te cache pas que les astronomes sont les grands perdants de Starlink. Mais les astronomes, on en a un peu rien à foutre, non? Les astronomes, c'est quoi? C'est peu de monde. Comme disait notre camarade, là, quand il disait Starlink, c'est beaucoup de pollution pour peu de gens. Bah, les astronomes, c'est les peu de gens. On les emmerde. Littéralement, je suis désolé, hein. Va falloir trouver d'autres solutions d'observer l'espace. Parce que les astronomes, on les emmerde. C'est méchant de dire ça, mais bienvenue dans le monde réel. Il y a toujours des perdants dans quoi que tu fasses dans la vie. Il y a des baiseurs et des baisers. Bah là, sur ce coup-là, c'est les astronomes, les baisers. Et comme ils sont une ultra minorité, bah on en a rien à foutre d'eux. Je préfère que les écoles... Je préfère qu'il y ait 150 écoles au Mozambique qui aient Internet, et que des gamins aient accès à Internet, que les astronomes qui viennent chialer parce qu'ils peuvent pas voir une foutue étoile dont tout le monde se fout à l'autre bout du système solaire. Désolé. Mais je dis tout haut ce qu'on est beaucoup à penser tout bas sur les astronomes qui nous emmerdent. Voilà. L'accès à Internet, c'est plus important pour des millions de gens que les astronomes. Terrible, hein? Et on ira, vous inquiétez pas, on va continuer à l'observer, l'univers, c'est juste qu'on va aller voir ailleurs. On va aller sur la face cachée de la Lune et tout ça. Car c'est la seule pollution... Je suis d'accord, mais par honnêteté intellectuelle, c'est la seule vraie pollution de Starlink. Absolument. La pollution lumineuse est une pollution. Je suis tout à fait d'accord. Et je le nie pas. Je dis juste que j'en ai rien à foutre. Voilà. Au moins je suis honnête, hein. Comme tu parles d'honnêteté intellectuelle, je le fais aussi. Hein. Mais il a raison. Il a raison. Il a raison. Là, en termes de pollution, il faut être spécifique sur de quoi on parle. Pollution lumineuse, absolument. Mais, vous pensez que Starlink pollue? Attendez de voir les constellations chinoises qui vont arriver. Et OneWeb pollue aussi, OneWeb, ou Iris 2 va polluer aussi. C'est pas que Starlink qui va polluer, c'est tout le monde. Mais forcément, aujourd'hui, on n'aime pas Elon Musk, méchant Musk, donc on pointe du doigt Musk et on fait chier avec Starlink. Je trouve ça absurde, mais les gens aiment détester. Voilà, les gens aiment détester. Mais généralement, les gens qui détestent, c'est ceux qui font rien, donc on s'en fout d'eux. Voilà. Alors, passons à la... Merde, attendez, on n'a pas vu... J'ai même pas montré les tirs. Pollution lumineuse. Là, ouais. Là, d'accord. Sauf qu'on s'en bat les couilles. Si c'est quelques astronomes, rien à foutre.
qu'ils aillent voir ailleurs si j'y suis. Ou alors ils ont qu'à prendre un ticket avec SpaceX et aller sur la face cachée de la Lune avec un télescope. Et ils arrêteront de nous emmerder. Alors, on avait des tirs. On avait... vous vous rappelez la semaine dernière, je vous avais parlé de l'ISRO, les Indiens qui avaient une fusée au pad, une PSLV, et qu'ils allaient faire une tentative d'arrimage. Parce que c'est vrai que les Indiens ont des ambitions d'avoir des stations spatiales en orbite et tout, une station spatiale en orbite. Donc il faut avoir des dispositifs d'arrimage. Il n'y a pas beaucoup de pays aujourd'hui qui ont la technologie de l'arrimage. États-Unis, Chine, les grands classiques, hein, même les Européens. Les Européens n'ont pas de système d'arrimage parce qu'ils n'ont pas de vol habité, ils n'ont pas de capsule de quoi que ce soit. Et les Indiens ont des ambitions pour tout faire eux-mêmes, comme la Chine. Et on avait... hop là... On avait... Attendez, je vais aller voir une PSLV au pad. Donc ça, c'était le 30 décembre, le dernier tir de l'année. Hop là... D'ailleurs, très amusant, il y a un mec qui m'attaque sur Twitter, je sais pas si tu vois ça. Et il y avait un mec... J'en sais rien, un bof français qui disait « Si les Indiens avaient des super ingénieurs, ça se saurait, on verrait les fusées indiennes au pad. » Il a écrit ça le 30 décembre. Alors je lui ai envoyé la photo de la PSLV qui était au pad. Je lui ai dit « Tiens, regarde, il y a les Indiens qui ont une fusée au pad, mon gâté. Et est-ce que je dois préciser que le programme spatial indien a 20 ans d'avance sur les Européens ?» Voilà, donc ça m'a fait rigoler. L'ESA a tapé sur les systèmes d'arrimage de l'ISS. Ouais, peut-être, l'ISS est international. Et je te dirais même, je suis de mauvaise foi, mais même Artemis, le programme Artemis, Orion, est aussi européenne. Donc sans aucun doute. Mais c'est pas européen, tout ça, c'est américain. L'ISS, elle est américaine. C'est les Américains qui tolèrent l'international. D'accord? La station spatiale internationale, elle est américaine. Voilà. Donc ouais, ça c'était la PSLV. Hop là, on y va. 6, 5, 4, le dernier tir de l'année. 3, 2, 1, 0. Donc là, le but était entre autres de mettre. Il y avait pas mal de charges utiles à bord, plus de 2 satellites. That's a marvelous liftoff of PSLV C-60 SpaceX mission on the go. Plus 15 Sleek seconds. PSLV Corelon vehicles Good tracking. saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. Oh, ils ont tiré de nuit, forcément. Donc on. Bon. First जी हाँ अभी आपने देखा Le vol s'est bien passé. पूर्ण उत्थापन PSLV C-60 रॉकेट का रात Plus को 30 रोशन seconds. करता हुआ PSLV C-60 अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर PCR tracking. सभी Ah, donc ouais, joli petit tir. Il les tolère, mais ça les arrange bien, bien sûr. Bien sûr que ça les arrange bien. Tant que ça paye la facture, tant que tu payes la facture et que tu fermes ta gueule, c'est bon. Hein. Les Américains, ils prennent l'argent, ils sont contents. Hein. Mais à la fin de la journée, c'est les Russes. C'est les Russes. Et encore, les Russes sont en train... Ils vont plus avoir besoin des Russes parce qu'avec... ils auront plus besoin de Progress pour remonter l'orbite. Vu qu'il y a Crew Dragon qui a remonté l'orbite. Et bon, Starliner pourra le faire aussi. Bientôt, il y aura plus de Russes à bord de l'ISS, sans aucun doute. Dès qu'il y aura plus besoin des Russes, ils vont les dégager. Hein. Voilà. Donc ouais... Freedom avec le direct social, ouais, faut encore que ça passe ça. Ça, c'est encore qu'aux États-Unis. C'est pas sûr que les Européens acceptent ça justement pour des raisons de protectionnisme, pour éviter que Starlink mette tout le monde au chômage. On verra, on verra. Moi, j'espère que ça passera juste pour les faire chier. C'est quand la New Game, la date lundi. Alors moi, je stream pas ça. Hein. C'est à 6h du matin heure française, 5h du matin pour moi. Je me lève pas. Hein. Je suis une feignasse hein, de streamer. Hein. Donc ouais, le but de l'ISRO là. Regardez, ça a été, ça date d'il y a 2 jours. Donc vous avez 2 satellites. Il y avait d'autres charges utiles, mais on s'en fout. Il y avait deux satellites, donc un satellite tracker, un satellite proie, et ils ont dispersé les satellites. Et là, ils sont en train de les ramener. Le but va être de faire une séquence d'amarrage avec 2 satellites. Et visiblement, tout va bien. Ça, regardez, c'était il y a 2 jours. Ah, le son, je vais me faire copyright claim. Donc ça c'est pris d'un des satellites de traquage. Donc vous avez 2 systèmes Made in India. 2 systèmes Made in India pour venir s'amarrer. Donc ça, ils vont essayer. Là, je crois que c'est prévu pour le 7 janvier. Là ils sont plus qu'à quelques kilomètres d'écart les 2 satellites. Et c'est prévu pour le 7 janvier la tentative d'arrimage. Donc c'est une très grosse étape technologique en vue de faire des vols habités, de développer une station spatiale. Vous devez avoir un système d'arrimage fonctionnel. Donc là ils vont récupérer la data. On va voir si ça marche ou pas. Si ça marche pas, bah, ils retourneront à la planche à dessin, ils retireront, ils réessaieront jusqu'à ce que ça fonctionne. Vous savez que les soviétiques avaient eu des gros problèmes
avec leur système d'arrimage, même pendant toute la carrière après de leur station spatiale et tout. Ils avaient eu des soucis. Et donc là, les Indiens sont en train d'emprunter cette voie pour tester. Donc c'est une étape nécessaire, mais ça montre qu'ils ont de l'ambition pour plus tard. On sait qu'il y a un vol habité, des vols habités et tout qui vont être prévus. Et la station spatiale indienne aussi, donc c'est... Ah, il y a de l'ambition. C'est bien. Les Européens et l'Italie construisent les modules de l'ISS. L'ISS est en fin de vie, tu sais. Hein, l'ISS, elle est en fin de vie. Donc tu peux pas construire au présent des modules d'un truc en fin de vie. Donc ouais, ça va être une grosse semaine pour l'Inde et l'ISRO, sans aucun doute. Tac. Bon, si on parlait de la minute SpaceX maintenant, ils ont une grosse semaine SpaceX aussi. Ils ont tiré! Bravo l'Inde, c'est incroyable ce que fait l'Inde. Hein. Vous savez là, l'Inde, quand je vois des gens sur Twitter qui se moquent de l'Inde, je suis là mais les mecs, des gras européens, là, des Français qui se moquent de l'Inde, je suis là mais les mecs, mais fermez-la quoi. L'Inde au niveau spatial et sûrement avec la Chine, je pense que l'Inde est devant ouais non, Chine, Inde, Russie, c'est des monstres quoi. Et l'Inde fait ça avec pas beaucoup d'argent. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont un programme spatial low cost. Et fou quoi. Donc ouais, SpaceX a tiré tout à l'heure. Très intéressant, ils ont tiré, c'était pas du Starlink. Ils ont tiré, on va regarder le tir, le premier tir de l'année. Ils ont tiré pour une compagnie des Émirats. Une compagnie spécialisée dans l'analyse de données satellitaires via IA. Donc c'est une technologie dont j'ai déjà parlé, où vous prenez des milliers de clichés et vous entraînez des IA à détecter des schémas et des patterns dans les clichés. C'est quelque chose qui est en train d'arriver à toute vitesse. Et vous avez donc là SpaceX qui tirait tout à l'heure pour une compagnie émiratie spécialisée dans ce type de domaine. L'inverse de l'Europe absolument. En Chine c'est pareil. En Chine c'est pareil, hein. Chine, Inde. Allez, les Falcon 9 qui déroulent. Donc là, un client privé, voilà, un de plus. Donc là, je voyais quelqu'un, justement, dans le reportage d'Arte, un mec qui disait, bah avant, il fallait 15 ans pour designer un satellite et tout. Bah, les temps ont changé, hein. Maintenant, les satellites sont designés parfois en quelques mois. Et bah, y a une demande pour tirer des satellites. Donc là, on a une véritable révolution en orbite basse, pour le contrôle de l'orbite basse, et tout ça. Donc il y a beaucoup de satellites à tirer. Et SpaceX a beaucoup de fusées. Donc SpaceX fait de l'argent comme ça. Bon, forcément, tout s'est bien passé. Déploiement du satellite. On va aller directement à la récupération. Hein. Maintenant, c'est comme voir des avions voler. On est un peu habitué. Hop. Ah bah voilà, regardez. Donc c'était pour leur compagnie. Je vais vous dire le nom de la compagnie comme ça, s'il y en a qui veulent aller voir. Voilà. Oh, regardez la vue de droite, incroyable. La barge. C'est beau, hein. C'est la conséquence de la miniaturisation, absolument. Oh là 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 là. L'évolution de la technologie a permis de miniaturiser les satellites. Et on a aussi compris que c'était plus intéressant de faire de l'orbite basse que de l'orbite haute. Et SpaceX a cassé le modèle économique où avant tirer était horriblement cher. SpaceX a fait que le prix du lancement au kilogramme s'est effondré. Et ça a permis, bah, ça devient aujourd'hui possible de tirer. Ça coûte pas 300 millions de dollars de mettre un CubeSat en orbite. Vous pouvez passer même par Rocket Lab, ça va vous coûter 15 millions. Pour 15 millions, ça devient vachement rentable de commencer à mettre des mini-constellations. Rocket Lab met parfois des constellations de 15 satellites en orbite sur un an pour de l'observation et tout ça. Voilà. Donc ouais, la miniaturisation, l'effondrement du coût de l'accès à l'espace a fait que on a l'émergence de tout ça en orbite basse de ces CubeSats. Voire des satellites un peu plus gros quand même. Donc voilà. Alors attendez, je vais aller vous dire le nom de la compagnie. C'est Thuraya. Thuraya et le nom du satellite. Non, c'est l'inverse. C'est Space 42 AI. Je vais les suivre sur Twitter. Voilà.
Space 42 AI, donc Émirats Arabes Unis, c'est la première compagnie spécialisée dans l'IA et le développement de l'IA autour de l'analyse de données. Et c'était Thuraya 4, le nom du satellite. Voilà. C'est très compliqué, hein. Sujet à démêler pour comprendre l'agencement actuel du monde. Et ça va très vite, c'est ça le problème. Ça va très très vite. Moi je m'y intéresse parce que je trouve ça passionnant. Mais c'est... Heureusement que je suis ça toute l'année en fait. Parce qu'il y a tellement de choses, mais tout s'emboîte comme des... Tout s'emboîte en fait. Tout s'emboîte comme des Lego, très très rapidement. Et donc ouais, voilà pour le premier vol de la Falcon 9. Et maintenant, on va passer à Starship. On a un tir de Starship le 10, dans 6 jours. Et on n'avait absolument rien au pad il y a une semaine. Ça posait problème parce que 6 jours, une semaine pour tout faire. B14 a été amené au pad il y a quelques jours. B14 a quitté le hangar. Donc là, vous voyez qu'il a son anneau de stage ring, de hot stage, pardon. Donc ça veut dire que ça part pour le vol quand ils font le feu statique. Il n'y a pas l'anneau de hot stage. Ils le rajoutent après. Ça fait partie des préparatifs, des derniers préparatifs de vol que vous faites. Donc matez-moi un peu le bébé B14 qui va au pad. Sacré monstre, hein. Et on en parle de cette photo. Regardez la Star Factory. La gigantesque Star Factory qui est opérationnelle maintenant. Le bâtiment est énorme. Et pas mal, hein. Hop là. Belle bête, hein. Et là, on a B14 à gauche qui va au pad. Donc c'est la Star Factory, c'est là où ils centralisent maintenant toute la construction des pièces et tout ça. Et d'ailleurs, vous avez les A et B, c'est là qu'ils font le stacking. Hop là. En moins d'un an, c'est de la folie, hein, la vitesse à laquelle ils construisent ça. C'est les mêmes mecs qui construisent les usines Tesla et tout. Hein. Comprenez que SpaceX a un savoir-faire fou là de regarder ça. B14. Il y a 2 mecs, hein. 2 mecs. Voiture télécommandée. Ils vous amènent le booster le plus puissant de l'aérospatiale, de l'histoire de l'aérospatiale. Juste comme ça. Superbe. Il fait 75 mètres de haut le booster. Sacré monstre, hein. Quand vous voyez pas ça passer devant vous, vous êtes là. Et la simplicité logistique, tout est simple. Juste une énorme voiture télécommandée pour emmener le booster au pad. C'est génial. C'est aussi fou que génial. Et dans la foulée, ils l'ont mis. Ils n'ont pas attendu. Ils l'ont amené au pad. Chopsticks. Hop. Et regardez ça, comment c'est clean avec toutes les couvertures sur les Raptors. Ça commence à avoir de la gueule, hein, Starship. Hein. Au début, c'était vraiment de la tôle ondulée, acier inoxydable, ferrailleur. C'est un gang de ferrailleurs. Hein. C'est un gang de ferrailleurs génial avec un gang d'ingénieurs aussi tarés que les ferrailleurs hein, derrière. Hein. C'est ça. Hein. La moyenne d'âge, ça doit être entre 20 et 30 ans. C'est des tarés, ces gens-là. C'est des malades. Hein. Et ils font ça de nuit, au milieu de la nuit. Et, ça bosse les 3-8. Hein. Et ça, c'était le lendemain. Voilà. B14 au pad. Hop là. Regardez-moi un petit peu le machin. On a du mal à apprécier la taille. Donc là, vous voyez la base. Ça donne ça avec des gens. Ça fait presque 8 ou 9 mètres de diamètre. Donc là, c'est déjà obsolète tout ce que je vous montre. Hein. Tout a été enlevé. Les échafaudages ont été enlevés. Ils ont aussi enlevé les pinces qui permettent de bloquer Starship quand ils font un feu statique. Donc ouais, on est à quelques jours d'un tir. Ils ont même installé cette nuit les FTS. Les explosifs ont été mis en place. SpaceX est de plus en plus confiant dans la manipulation des explosifs. Ils attendent même pas que tout soit stacké. Ils arrivent, allez, on met les explos. Donc là, les pains de C4 ont déjà été mis sur Starship. Truc de dingue. Donc ça va vite. Ça va vite, c'est propre. Et ça traîne pas. D'ailleurs, ils ont mis... SpaceX a diffusé, je vais couper ma musique. Bah ouais, on n'avait pas eu de vidéo du vol 6. Ça va tellement vite maintenant
qu'on n'avait pas eu les vidéos du vol 6. SpaceX fait tout le temps une petite vidéo récap sympa. Ils l'ont diffusé hier. Juste 4 jours avant le vol. Matez-moi ça. Attention all flight crew members, flight is go for launch. It's been just over a month since Il y a des vues incroyables, hein. On n'avait pas vu. To get that turnaround time down to hours. We have liftoff. On va regarder après en détail certaines vues. Stage separation. 30 seconds, no catch decision. Ouais, sauf que c'est pas une bande-annonce, mec, c'est la réalité. Regardez, hop, l'amérissage, incroyable. Dommage qu'il n'ait pas récupéré. Tune in and watch the ship fly around planet Earth. Relight demo startup. Ça rentre dessus l'océan Indien. Là, c'est le rallumage du Raptor. La réentrée. La réentrée dessus l'océan Indien, ils ont récupéré le soleil et la jour. Et là, la vue incroyable. Ça, c'est la vue de l'année, c'est la vue de l'année, mais on est qu'en janvier 2025. La vue de l'année. Mais ils vont faire mieux cette année, j'en suis sûr. C'est des malades. Et là, attendez. On va regarder quelque chose. Pause. Quelque chose d'incroyable dans la salle de contrôle. Regardez l'écran derrière. Donc ça, c'est le booster qui a fini à la flotte, ok? Ils ont fait un amérissage parfait. Nous, on a toujours pensé qu'il y avait uniquement la péniche, la bouée, la petite bouée avec la caméra de tracking et tout, et Starlink. Ils ont une vue de drone du booster qu'on n'a jamais vue. Vous voyez? Et ça, c'est pris en live. Ça veut dire qu'il y a le bateau qui a posé sûrement la bouée, qui est à quelques kilomètres, et qui a déployé un drone pour l'atterrissage. Et eux étaient connectés directement, avaient la vue live du drone pour voir l'état du ship avant qu'il coule. Donc là, vous avez dans la salle de contrôle, je peux vous dire, les gens, ils ont disséqué ça. Ils disent, oh les salauds, ils avaient un drone. Et donc, on voit que le ship a bien tenu. Hein. Il s'est posé tranquillement, plaque. Et regardez-le, là, visuellement, il a flotté parce que, bah, vous savez, une fois qu'il a cramé tout son carburant, c'est une boîte de conserve, ça flotte super bien, hein, Starship. Hein. Ça flotte superbement bien, une fois que c'est vide et que c'est plein d'air. Et là, vous avez la vue de drone qu'on n'a jamais vue, mais eux l'ont. Comme je vous dis, on voit qu'une fraction de tout, hein, quand eux ont accès à beaucoup plus de caméras et tout ça. Donc ouais, attendez, on va se regarder un peu 2-3 trucs. Il était toasty. Vous avez vu Port Isabelle derrière? On n'avait jamais vu on avait vu qu'ils ont tiré en fin d'après-midi. Elle est pas incroyable la vue? Hein? Non, au fond de la mer, non. Ils vont rien chercher au fond de la mer. Là, c'est dans l'océan Indien, mec. T'as plusieurs kilomètres de fond. Tu vas pas aller chercher Starship au fond de l'eau. Une fois que c'est à la flotte, c'est à la flotte. Par contre, ils ont déjà récupéré des boosters. Voilà. On en parle là de Port Isabelle. Vous voyez, tous les bateaux, tous les gens sont là-bas. Donc là, tout autour, c'est une zone d'interdiction. Les gens n'ont pas le droit d'aller là. Les gens sont là-bas, où il y a les immeubles. Tout est pris à plusieurs kilomètres parce que bah, Starship, c'est une bombe atomique, quoi. Hein, voilà. Hein. Qui contribue à détruire la couche d'ozone. Oui, t'inquiète pas, mon gâté. Écoute, si t'es anti-espace, faut pas venir ici. Parce qu'on s'en bat les couilles de tout ce que tu nous racontes. Hein, on s'en bat les couilles. Je suis désolé, hein. Va sur des chaînes de Coco, là, ou de la France Insoumise, où les gens vont t'écouter. Ici, on s'en fout. On s'en fout, je suis désolé de te dire ça, mais tu perds ton temps. J'ai rien contre toi, hein, personnellement. Mais perds pas ton temps. Utilise ton temps de façon plus optimale que venir nous balancer tes vérités à 3 sous. Et même si t'as raison, bah, tu sais quoi, tout le monde s'en fout. Tu peux pas aller contre le progrès. On se foutra en l'air de toute façon, que ce soit avec des armes nucléaires ou en pétant notre couche d'ozone. On va se foutre en l'air de toute façon.
Que t'aies raison ou tort, ça change rien au problème. Terrible, hein? Ça se trouve, il a raison, hein? Peut-être qu'on va, avec tous nos satellites, on va tout détruire. Ou pas? Ou pas? Ça fait 40 ans que j'entends tous les discours cataclysmiques. J'ai été assez vieux dans les années 90 pour me rappeler quand ils disaient que la calotte glaciaire allait fondre et que Paris, Brest serait sous l'eau. Tu sais, j'ai connu cette époque, moi. Des ayatollahs de l'écologie. Écoutez pas trop ce que vous disent tous les pseudos, la pseudo-science et compagnie. On va dans le sens où on va. Vous pouvez pas aller contre le progrès. Voilà. Ça sert à rien. Ah, lui, le livre d'Al Gore, putain. Lui, c'était un bon arnaqueur. Il en a baisé du monde, Al Gore. Hein. Il a raison, mais c'est très très négligeable, bien sûr. Je dis pas qu'il a tort, hein, justement. Je dis pas qu'il a tort. Hein. Je dis juste qu'on s'en branle. Et que faut montrer l'exemple. Coupez Internet, allez vivre dans votre cave, et arrêtez de nous faire chier. Voilà. Bon. Regardons le Starship. It's been just over a month since Flight 5. Oh là là, hey. Le gigantisme. Et les points de vue en drone. C'est beau quand même, hein. C'est impressionnant, hein. Moi, je m'en lasse pas de voir ça, hein. C'est... Putain, le génie logistique qu'il y a derrière ça, les gens qui ont pensé ça. C'est fou, quoi. C'est scientifique. Et alors? Parce que c'est scientifique, on doit en tenir compte absolument, et... c'est scientifique, mais... Regarde, enfin, tout est scientifique aujourd'hui. Mais ça veut pas dire qu'on doit... tout arrêter à cause de ça. Hein? Tu veux qu'on s'arrête de vivre à cause de ça? Parce qu'on relâche du carbone, il faut s'arrêter de faire du carbone? Mais il y a plusieurs... Mais c'est bien qu'il y ait des gens... Mais je suis même pas méchant avec lui, tu sais, j'en connais, il l'aurait ban et tout, faut pas... Il a... Sur certains aspects, il a raison. Mais vous avez aussi le droit d'en avoir rien à foutre. Voilà. Et moi, je te dis, on en a rien à foutre. C'est scientifique aussi, tu vois. J'en ai rien à foutre de ton avis, c'est scientifique. Bon alors, continuons à regarder. The goal is to get that turnaround time down to hours. Eh, vous avez vu celle-là? On l'avait jamais vue, hein. On se demande, je demande, la caméra, là, qui prend les 33 moteurs de Starship dans la gueule, on en parle? On n'avait jamais eu cet angle. Hours. Regardez, c'est fou. D'ailleurs, je suspecte que la caméra est morte après, hein. Oh là 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 là. Magnifique, hein. Stage separation. 30 seconds, no catch decision. Booster offshore. Donc ouais, ils ont eu un problème de connexion avec la tour au décollage. La tour a endommagé, le Starship a endommagé l'antenne de connexion. Donc par sécurité, ils ont choisi de faire la deuxième procédure, qui est d'envoyer Starship à la flotte juste à côté en fait des côtes. Donc là, regardez, on a simplement Starship qui fait sa redescente. Et la redescente a été parfaite. Donc ils ont ce qu'ils appellent une fausse tour en mer qui n'existe pas, où Starship, donc ils simulent, ils récupèrent de la data, et il s'avère que Starship a fait un amérissage parfait, encore au centimètre près. Donc c'est très bon signe sur le fait qu'il commence à sacrément maîtriser le processus d'amérissage. C'est génial. Tune in and watch the ship fly around planet Earth. Relight demo startup. Ah, cirtemplier! Comment on va toujours là? Starship is at 100 kilometers altitude. Oh, la réentrée, magnifique! Flaps now have control of the vehicle. Avec le chip bien toasty. Starship has started the subsonic belly Oh flop. là là, la réentrée dessus l'océan Indien, et ça, la vue là, elle t'honore. Incroyable. J'ai regardé 50 fois déjà. Eh, bientôt style Starship sur le côté, hein. En même temps, c'est un Starship V1.
Ils ont enlevé toute une partie du bouclier. On voit toute la partie du bouclier qu'ils ont enlevé. Ils ont enlevé plusieurs milliers de tuiles. Et le chip a nickel. Starship has landed. Oh là là, la vue. Eh, les halls. Donc là, vous êtes dans les... Je me demande si c'est dans les méga B, ça, je pense. Vous avez 2 chips côte à côte. Donc là, vous avez S33 à droite, je pense. Ça, c'est S33 qui va au pad. V14 qui fait son feu statique. Superbe. Ah ouais, la com de SpaceX, hein, c'est simple et efficace. Hein. Hop là. Amérir. Techniquement, c'est merveilleux. Ouais, j'avoue que c'est assez incroyable. Hein. L'amérissage dans l'océan Indien est une prouesse technologique totalement folle. Et le fait qu'ils arrivent à le filmer avec Starlink, et en même temps, on ça en live, avec un drone dessus, putain, c'est sidérant et fascinant. Donc ouais, on est à quelques jours d'un vol, quoi. Hein. Très intéressant. SpaceX a mis une énorme mise à jour. Hop là. Attendez, je vais enlever le chat, juste pour lire. Ils ont mis une énorme mise à jour sur ce qu'ils veulent réussir à faire à ce vol-là. Donc c'est cool qu'ils nous mettent ça parce que comprenez qu'ils n'ont aucune obligation de dire ce genre d'objectif. Mais je pense que c'est Musk qui s'est rendu compte que les gens sont très intéressés techniquement. Les gens sont intéressés techniquement. On veut pas juste les belles images, on veut voir ce qui se passe. On veut comprendre ce qui se passe. Et là, ils nous ont expliqué un petit peu. Donc déjà, c'est un Starship V2, d'accord. C'est pas Starship V1, Starship V2, beaucoup plus de carburant. C'est celui qui est en orbite sûrement au vol suivant. Là, ils vont rester en suborbital. Ils vont encore faire une trajectoire assez basse pour valider le Starship V2, qui a des flaps beaucoup plus petits et plus hauts aussi, pour pouvoir éviter de se faire carboniser. On avait vu des flaps dans un sale état lors des vols précédents. Et donc là, ils vont... attendez, je vais zoomer à fond. Plop, hop, voilà. Alors, donc le but de ce vol, c'est de valider la nouvelle génération de chips, donc Starship V2 S33, qui est le premier de ce nouveau bloc. Alors ce qu'ils appellent bloc, un bloc c'est une génération au niveau technologique, ok, en langage anglo-saxon, que ce soit au niveau militaire, par exemple les F-16, les chasseurs F-16 sont aujourd'hui je crois en bloc 70. Là on a Starship V2, donc c'est le bloc 2, et ils nous disent qu'ils vont avoir pas mal de nouvelles upgrades, et qui vont aussi tenter un déploiement de payload. Donc ils vont alors la banane de la dernière fois n'était pas une charge utile, ok, c'était le troll. Mais là ils vont avoir une vraie idée de déployer des satellites Starlink, donc des faux satellites Starlink parce que ils seront trop bas en fait. Donc ils vont les envoyer après splash dans l'océan Indien. Et voilà. Donc chargé will be on the flight test. Blablabla. Donc ouais, c'est ce que là ils vous disent. Ils ont changé tous les flaps, le design des flaps. Donc ouais, il y a aussi plus de carburant, moins de place pour la charge utile. Le but sera d'aller en orbite, donc ça va être une upgrade importante pour eux, d'être capable d'aller en orbite, sûrement vol 8. Hein. Vol 8, on va voir comment se passe ce vol, mais ça peut être très très prochainement. Donc ils vont encore rallumer un Raptor en vol, donc en fait tout ce qu'ils ont appris, ils vont le refaire. Et cette fois, ils vont même essayer avec le système parce qu'ils n'ont encore jamais testé il faut une trappe pour relâcher les satellites Starlink et tout ça. Donc ils ont redesigné totalement l'avionique du véhicule. Ils ont rajouté des capacités de traitement, de redondance pour la complexité de la mission. Comme je dis, les Starships ne se ressemblent pas, ils sont tous différents au fur et à mesure que ça avance. Donc nous, on a l'impression de voir un Starship V1, mais dans le Starship V1, vous avez encore des sous-variantes avec des centaines, voire des milliers de modifications. Donc eux continuent sans cesse d'améliorer, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle un nouveau bloc qui est considéré comme une nouvelle version, quoi. Donc là, on vous dit un petit peu de tout ce qu'ils ont fait en termes de changements. Ils ont changé des actuateurs et tout, mais ça, c'est quand même très pointu. Avec Starlink, écoutez, avec Starlink, le véhicule est capable de streamer près de 120 MO de vidéos haute définition en temps réel, 120 MO, ainsi que toute la télémétrie de toutes les phases du vol, ce qui permet aux ingénieurs de récupérer des datas incroyables en fait. La quantité ce que je dis toujours, hein, nous on voit la vidéo, mais on est à la fin de la boucle. Les datas sont ce qu'il y a de plus important pour les ingénieurs,
Et si SpaceX va aussi vite, c'est qu'il récupère absolument toute la data des vols, même quand Starship finit à la flotte et tout ça. Pendant que Starship sera en espace, ils vont déployer 10 Starlink. Rappelez-vous que Starship, si SpaceX va aussi vite avec Starship, c'est qu'ils veulent déployer des Starlink V3. XD va être mécontent, dis-toi que bientôt, SpaceX, avec Starship, ils vont balancer des Starlink V3. Et ils vont être sacrément balèzes, ceux-là, pour faire encore améliorer le système Starlink en termes de qualité et tout ça. Oui, là, je donne... Donc ouais, ils vont encore faire un splash dans l'océan Indien. Ils vont encore rallumer un Raptor. Ils vont faire de nombreuses expériences pendant ce vol. Comme dit, ils vont profiter du fait qu'ils sont déjà, je pense, très confiants au niveau du vol. Au niveau du nombre du bouclier. Ils veulent... Je pense qu'ils sont pas contents de leur bouclier et de l'état du bouclier. Donc là, ils vont tenter pas mal. Ils vont enlever des tuiles et ils vont mettre d'autres tuiles à la place. Ils vont, entre autres, mettre des tuiles métalliques. Ils vont mettre des tuiles refroidies directement par le vol. Ils veulent essayer de refroidir. En fait, ils veulent que le bouclier soit réutilisable tout de suite. Rappelez-vous que Starship a vocation à être réutilisable. S'il faut changer tout le bouclier comme sur la navette spatiale, ça ne va pas le faire. Donc, ils veulent réussir à avoir un bouclier viable. Le bouclier, là, est déjà viable, il tient, mais il n'est pas assez en bon état pour être réutilisé, en fait. Et ils vont aussi faire des trajectoires de réentrée, une trajectoire extrêmement brutale pour pousser les flaps et aussi les tuiles au maximum des contraintes thermodynamiques de la réentrée. Le meilleur moyen de voir si votre système fonctionne, c'est d'essayer de le casser. Donc ils essaient de casser en fait Starship à chaque vol. Voilà. Mais c'est comme ça qu'ils font. Hop là. Ouais. Très très important. Regardez, je vais vous montrer une image. Ça, c'est Raptor 314. 3.14. C'est dans une tarte paille. Voilà, donc c'est un jeu de mots. Certains auront la ref, d'autres l'auront pas. Tant pis pour vous. Il a volé sur B12. Et ce Raptor, sur B12, donc B12 qui a été récupéré. Donc ils ont récupéré les 33 moteurs Raptor de B12. 3.14 a été démonté, renvoyé à McGregor. Il a refait un faux statique et il a été intégré sur B14. Et sur B14, on va avoir le premier moteur Raptor qui va faire 2 vols. Donc c'est un pas en avant majeur pour la réutilisation. Si 3.14 se comporte bien, on va pouvoir peut-être penser, écoutez, si on mettait 10 moteurs Raptor la prochaine fois, ou si on commençait à mettre plus de moteurs Raptor qui ont déjà volé, le but est de faire tomber les coûts. Donc tout ça est dans une idée de réutiliser. Donc là, sur B14, on aura le premier moteur Raptor qui a déjà fait un vol réussi, récupération réussie, et ils vont le refaire voler. Personne n'a jamais fait ça, à part SpaceX et les moteurs Merlin. Donc là, on commence à passer à la phase suivante de réutilisation des moteurs. Comme je dis, ils récupèrent tellement de données, ils récupèrent les moteurs, ça va vite. Comparé au programme de la Falcon 9, ça va tellement vite. Donc ouais, là, ils vous disent qu'ils vont récupérer, entre autres, le moteur. Blablabla. Donc là, ils vont refaire la même chose. Hein. Ils vont tenter de récupérer encore le booster. S'il y a un problème, il ira se poser directement dans l'océan Indien. Voilà, bon. Donc ouais, ils vont essayer de faire des trucs de dingue encore. Avec des grosses upgrades. Ils vont essayer de déployer du Starlink. Même si c'est des faux, mais ça va leur permettre de tester en fait, le système de déploiement. Donc là, on va avoir une vraie charge utile avec des satellites. Et on va avoir un vol de dingue. Ils vont encore essayer de tout récupérer. Ils vont un nouveau bouclier, mais ils vont quand même, ils se laissent encore le temps de tester des nouvelles tuiles ou des nouveaux systèmes de refroidissement du bouclier. Ils vont faire revoler B14. J'y crois pas, c'est une bonne question. On m'avait déjà posé la question avec B12. Pépé, est-ce que tu penses que B12 va revoler? Et j'étais clair, non, B12 ne va pas revoler. Figure-toi, je pense que B14 ne va pas revoler, mais peut-être que là, il y a une chance. Là, B12, j'étais à 100% sûr. B14, si B14 fait un vol magnifique, peut-être qu'ils le feront revoler. Peut-être, mais j'y crois pas. Mais peut-être. Et avec SpaceX, le peut-être veut peut-être dire beaucoup de choses. Donc, ouais, B14 a une chance de revoler, là où B12 en avait absolument aucune. On verra. Déjà, s'ils font, on verra, on sera vite fixé. Tu sais que s'ils prennent B14 et qu'ils font un faux statique avec B14, bah on saura qu'ils vont essayer de le refaire voler. Mais s'il n'y a pas de faux statique ou si on ne le revoit pas au pad, ce sera non. Voilà. Mais peut-être que, ouais, il y a une chance que B14 revole. Ça serait chouette hein, qu'on revoie B14. Donc ouais, pour l'année 2025, elle va être incroyable, quoi.
Putain, enfin, on est à 6 jours d'un vol, il y a des Starships qui sont prêts à gogo, il y a un deuxième pad en construction. Donc nous, ce qu'on attend là, c'est un premier vol réussi de Starship V2 avec toutes les upgrades. Vol 8, un vrai vol orbital. Vous savez qu'ils sont toujours en suborbital. Ils sont en vélocité orbitale, mais ils sont en trajectoire suborbitale. Donc nous, on attend un vrai vol orbital qui est prévu pour le vol 8, normalement. Attraper le ship. Vol 8, Musk l'avait dit sur Twitter, vol 8, au lieu de le mettre dans l'océan Indien, le ship, ils vont le ramener à Boca Chica et ils vont le capturer avec la tour. Il y aura sûrement 2-3 jours d'écart, donc on aura un vol de Starship normal, sauf qu'au lieu d'aller se poser dans l'océan Indien, le ship va faire plusieurs fois le tour de la Terre sur plusieurs jours, un paquet d'orbites, parce qu'en 1h30 vous faites le tour, et ils vont aller le rattraper avec la tour. Vous vous rendez compte là, vol 8, on va avoir S-34, peut-être qu'il va revenir se poser à la tour, attrapé par la tour comme le ship. Ça va être des malades, hein, truc de fou. Hein. Et c'est prévu pour cette année, sans aucun doute. Donc on attend avec impatience de voir ça. Normalement, quand ils auront les 2 pads de près... Il y a des boosters V2, c'est une très très bonne question. J'ai vu un gros débat ce matin sur Twitter sur ça, entre des experts en expertise qui suivent ça avec attention. Et l'un d'eux disait qu'ils vont rester en V1 toute l'année. Donc en booster V1, mais en Starship V2 au-dessus. En Starship, donc là, le deuxième étage. Ils vont rester en booster V1 parce que les boosters V1, les boosters V2 ne sont pas adaptés au pad 1. Donc pour faire simple, on n'aura pas de booster V2 tant que le deuxième pad ne sera pas terminé. Voilà. Et c'était un sujet de débat très intéressant parce que les mecs disaient c'est pour ça qu'il n'y a pas de booster V2, c'est que le pad n'est pas encore prêt, ça sert à rien de passer sur un nouveau bloc de booster tant que le nouveau pad n'est pas prêt. Donc toute l'année, ils vont faire voler les Starship V2 avec les boosters V1 tant qu'il n'y aura pas le pad opérationnel. Le pad devrait être opérationnel Q2, je pense, 2025. Donc voilà, c'est une bonne question. De pourquoi on a un Starship V2 mais pas de booster V2. C'est à cause de ça, très probablement. Pour une raison logistique autour du pad et de la maintenance du pad. Voilà. Tu sais si on a des infos sur le Raptor réutilisé qu'il y a sur le booster? Bah les infos, c'est qu'il a déjà volé sur B12 et qu'il a été récupéré, démonté, retesté à McGregor. On l'a pas vu passer à McGregor, mais il y a tellement de feux statiques à McGregor. Et qu'il a été intégré sur B14. Et on a la confirmation de SpaceX que ce moteur en particulier, ce Raptor, a déjà volé sur B12. Voilà, ça a été confirmé. Donc ouais, et on attend forcément le ship-to-ship transfert qui doit arriver sûrement à l'été 2025. Donc ils vont faire décoller 2 Starships en même temps. Voilà. Je me posais la question avec des potes tout à l'heure sur les V2, merci de la réponse. C'est pas sûr à 100%. Hein. Comme je dis, SpaceX n'a rien confirmé. Mais c'est un débat intéressant que j'ai vu et je pense qu'ils ont raison. Mais avec SpaceX, on n'a jamais de certitude tant qu'ils ne l'ont pas confirmé. Donc ouais, on verra, je pense, des V1 toute l'année. Et peut-être même qu'on verra des V1 et des V2 voler ensemble. Parce que les V1 qui resteront en stock ne pourront pas voler en fait sur le deuxième pad. Donc ils vont garder 2 pads opérationnels, mais qui ne seront pas en fait au même bloc. Tu vois, là le terme de bloc fait sens. Où on va avoir un pad qui est fait pour des blocs supérieurs. Voilà, pour des autres blocs de Starship. Si Starship revient à la tour, est-ce qu'on le verra tomber en feu si on est aux États-Unis? Alors le problème, c'est qu'il va sûrement rentrer de jour. Ça dépendra de quand, à quelle heure ils vont faire ça. S'ils font ça de nuit, tu verras clairement la réentrée dessus les États-Unis. Puisqu'il viendra du Pacifique. Il aura sûrement une trajectoire de l'Amérique latine, sud des États-Unis. S'ils font ça de nuit, tu verras la réentrée, comme on voit avec Crew Dragon. Tu verras une comète dans le ciel, une boule de feu. Ce sera Starship qui fera sa réentrée dessus l'atmosphère. Absolument. Si c'est de jour, je pense pas que tu verras. Donc ouais, ship-to-ship Raptor 3 flight. Donc les Raptor 3, qui sont la nouvelle génération de Raptor. On est en Raptor 2, donc le nouveau bloc de Raptor. Raptor 3. On espère les voir cette année. Ce sera pas avant, je pense, Q3 ou Q4 2024. Moi, j'avais même dit peut-être 2026, mais j'étais sûrement pessimiste. Ouais, Q4 2025, je pense qu'on verra des Raptor V3, mais ce sera pas avant. Enfin, c'est un nouveau bloc encore, de changer entièrement de moteur. Donc, on verra comment ils vont faire ça, dans quelles conditions. Mais on espère les voir cette année. S'ils sont pas là, c'est pas grave. Des déploiements de Starlink, on espère cette année voir Starship faire ses premières missions Starlink. On espère. C'est-à-dire commencer à déployer les Starlink V3. Qui vont lourdement améliorer
la connectivité de la méga constellation, qui est déjà extrêmement efficace, mais ils ont beaucoup d'ambition, Starlink, en termes de technologie, et ils veulent encore améliorer la technologie pour être de plus en plus compétitifs. Plus la connexion va être haute, moins il y aura de ping, plus les gens vont se dire putain c'est génial et tout ça. Et double digit launch in 1 year, faire plus de 10 vols cette année. Moi je pense qu'ils vont les faire les plus de 10 vols, surtout avec 2 pads, à moins qu'il y ait un désastre majeur. C'est jamais impossible. Voilà. Raptor 3 sur micro-lanceur ou direct Starship? Direct Starship, mec. Connaissant SpaceX, t'oublies du micro-lancement. Ils vont directement tirer du Raptor 3. Et il y en aura soit 9 sur le Starship V2, soit il y en aura 35 sur un booster V2. Ça va être un truc de malade, hein, en termes de performance et tout ça. Voilà. Faudrait qu'on fasse notre propre Starlink en France ou en Europe. Bah figure-toi qu'on a Iris 2, qui devrait être opérationnel en 2030. 300 satellites. Le projet bébé de Thierry Breton. Je me demande comment on va tirer tous ces satellites. Bah écoute, on demandera à Starship de tirer Iris 2. Hein. Voilà. J'aimerais voir 20 vols de Starship cette année. J'aimerais aussi, hein. Mais 20 vols, ça va être chaud quand même. Le problème, c'est qu'il n'y a pas... Enfin, il n'y a qu'un seul pad pour le moment. Et 20 vols... Moi, je dis 15 vols. Déjà, 15 vols, je trouve que c'est pas mal optimiste. Tu te rends compte que 20 vols, ça fait plus d'un vol par mois. Tu sais, la cadence va être folle. Mais on voit qu'ils ont les moyens de tirer. Il leur manque des pads, en fait. Il leur manque des pads. Ils sont en train d'améliorer beaucoup de choses. Ça va de plus en plus vite. Comme je dis, on assiste en temps réel à une falconisation de Starship. Très intéressant, regardez. Ça, c'est au 2e pad en construction. Ils sont en train de monter ça. Et ça, c'est pour venir amener les chopsticks. C'est une structure que je connais. Quand ils construisent ça, ça veut dire qu'on est à quelques semaines d'avoir les chopsticks qui vont être amenés à la 2e tour. Voilà. Donc c'est... On a Amaya Space qui a le go pour Kourou. Écoute, on attendra qu'ils aient une fusée au pad. Et ils auront un micro-lanceur comme Rocket Lab. Bon courage pour Amaya Space pour se frayer un chemin dans les micro-lanceurs avec Rocket Lab qui domine totalement le marché. Bon courage. Amaya Space, ouais, je les suis d'un œil, mais je pense que les Européens sont trop tard. Arrivent trop tard sur le marché, malheureusement. Et Rocket Lab est en contrôle total du marché déjà. Et ils veulent quitter le marché des micro-lanceurs pour basculer sur la neutron. Parce que l'avenir des micro-lanceurs n'est pas bon, malheureusement, en termes de modèle économique. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est le moteur Prometheus qu'utilise Maya Space. Les mecs, vous comprenez pas qu'on est trop tard. C'est bien d'avoir un joli moteur, mais on est trop tardif. On n'avance pas assez vite, l'Europe n'avance pas assez vite et l'Europe est trop tardive sur le marché. Comprenez que si Rocket Lab veut quitter le marché des micro-lanceurs, c'est qu'ils ont conscience que ce n'est pas viable. Et là, d'un coup, vous avez plein de compagnies européennes qui arrivent sur le marché des micro-lanceurs, RFA, Maya Space et tout. Ils vont faire les mêmes machins. Et ils vont se rendre compte que c'est pas viable. Ils vont faire faillite, ou alors on va devoir les subventionner à gogo. On va devoir les subventionner. Regardez avec un plug, écoute, régale-toi! Énorme. Il faut financer des pôles d'investissement dans ces domaines absolument. Mais j'ai peur que ce soit pas... Il faudrait un plan Marshall pour l'Europe, mais je pense que c'est trop tard. Trop de contraintes technocratiques aussi, trop de contraintes, pas assez d'argent. Et Ariane Espace fait chier aussi, parce qu'il veut... Ariane Espace, pendant longtemps, c'était son monopole d'État. Ils étaient bien. Et ils grincent encore des dents à l'idée de voir RFA commencer peut-être à leur prendre des parts de marché. Donc vous avez... voilà, hein, vous avez pas mal de problèmes en Europe, tout simplement. Donc quoi, l'Europe doit abandonner? Moi, je te dirais qu'elle doit se réinventer. Tu peux pas courir après SpaceX éternellement. Mais il faut innover et trouver un domaine où SpaceX n'est pas. Parce que tu peux pas courir après Starship. Je veux dire, il va se passer quoi quand on aura un Starship qui va décoller tous les 3 jours? Et ça peut arriver à partir d'ici 1 ou 2 ans. On va faire quoi? Peut-être déjà dit, mais le tir numéro 7 pour Starship? C'est une question que tu me demandes? C'est normalement... Attends, c'est le 10. C'est le 10, c'est vendredi prochain. Ce sera seulement 21h heure française. 21h heure française, je serai live. Hein. Live à 100%.
Et le problème des Européens, c'est qu'ils courent après les États-Unis avec 30 ans de retard en ce moment. SpaceX avance trop vite pour l'Europe. Les Chinois, eux, ont compris. Et les Chinois sont en train de déployer. Les Chinois ont compris. Et les Chinois, eux, font leur propre soupe avec leur propre méga constellation, leur propre économie et des compagnies extrêmement innovantes qui sont en train de partir à fond sur le réutilisable. Les Chinois, eux, n'ont pas loupé le coche. Les Indiens sont partis sur du vol habité, vont faire leur propre station spatiale et tout ça. Les Indiens aussi ont fait leur propre sauce. Mais l'Europe n'a pas de vision, en fait. L'Europe n'a pas de vision. J'ai peur que ça se résume à ça. L'Europe n'a pas de vision à long terme d'un modèle économique viable et on se contente de courir. On hurle sur Musk et on n'a pas de vision et on se contente de courir après SpaceX avec 30 ans de retard. Donc non, l'Europe ne doit pas abandonner. Elle doit se réinventer et innover. Et il faut innover et se réinventer. Et le trépied pour le réutilisable. Mais c'est trop tard pour le réutilisable maintenant. C'est trop tard pour le réutilisable. T'as des Starships qui arrivent. T'as des Starships réutilisables qui arrivent. C'est trop tard pour commencer à faire des micro-lanceurs réutilisables. C'est trop tard. Tout le monde le fait déjà. Même Rocket Lab a abandonné. Rocket Lab, qui fait du micro-lancement, Rocket Lab a abandonné la réutilisation de ces roquettes électrons. Parce que ce n'est pas rentable. Ce n'est pas viable ni rentable. Et là, tu me dis, il y a Maya Space qui arrive. Mais c'est trop tard. Fallait arriver il y a 15 ans. C'est trop tard. C'est bien, mais c'est trop tard. Il ne faut pas penser à la performance technologique, il faut penser à l'écosystème économique. Et le problème, c'est que vous avez ce monstre qu'est SpaceX qui avance trop vite. Et il faut être capable, SpaceX n'est pas partout, mais il faut être capable de trouver une niche technologique viable et il faut penser à 30-40 ans en avance. Il faut commencer à penser à aller chercher des astéroïdes avant tout le monde. Il faut innover. Quitte à passer par SpaceX. Quitte à leur demander des Starships. Réserve. Là, tu as une paire de couilles. Tu réserves 40 ou 50 Starships. Et tu réfléchis à long terme. Et tant pis si tu vas devoir passer par SpaceX. À terme, ouais, mais c'est trop tard. Ariane 6, c'est déjà hors de prix. C'est trop tard. C'est très bien ce que tu me dis là, Clochette. C'est très bien. Mais c'est trop tard. Pourquoi t'irais te faire chier à passer par une Ariane 6 réutilisable quand t'as un Starship à côté? Ariane 6 réutilisable ne sera pas réutilisable avant 30 ans. Avant 2030. Avant 2030, 2035. En 2035, t'auras peut-être un Starship qui décollera par jour. Pourquoi t'irais te faire chier à passer par Ariane 6 réutilisable? Comme je te dis, il ne faut pas penser... Il ne faut pas penser comme ça. Écoute, je vais essayer d'innover pour toi. Que doit faire l'Europe aujourd'hui pour être compétitive? Partir full nucléaire. Là, au lieu de se faire chier à faire des petites fusées réutilisables merdiques, partons full nucléaire. Lançons des programmes de réacteurs nucléaires dans l'espace. Partons sur des voiles solaires, du nucléaire. Il y a plein d'idées. Partons sur de l'industrie. Tirer des fusées, c'est trop tard. On est trop à la ramasse. On a loupé le coche. Mais il y a encore des pans entiers. Il ne faut pas être limité en termes d'imagination, il ne faut pas regarder les autres. Vous voyez, je sais que c'est tentant de regarder les autres. Oh, regardez Starship, SpaceX, ils ont Starship. Non. Ok, ils ont Starship, tant mieux pour eux. Nous, en Europe, on n'est pas capable de faire un Starship. On n'est pas capable. Mais on est peut-être capable de faire autre chose. Starship avec une charge vide, ça donne quoi? Beaucoup. Mais on ne sait pas encore. Je pense qu'eux-mêmes à SpaceX, ils ne savent pas. Mais commencer à penser à mettre 100 tonnes en orbite, même 50 tonnes en orbite en réutilisable, et commencer à penser à 100, 150, 200 tonnes en sacrifiant le chip. Le potentiel est gigantesque. Et il faut penser à ce potentiel maintenant, en tant qu'Européen. C'est trop tard pour faire des fusées réutilisables. C'est juste trop tard. Donc il faut essayer de penser à faire autre chose. Et il y a plein d'options sur la table. Énormément d'options. Les Européens, ils ont du talent. Ils ont du talent, on a des bons ingénieurs. Mais il faut commencer à voir à long terme. 20, 30, voilà. Tirer des fusées nucléaires. Mais non, mais tu comprends pas, putain. Quand je parle de nucléaire, vous ne tirez pas des fusées nucléaires, les mecs. D'accord? Le nucléaire, vous ne tirez jamais en fusée nucléaire. Sûrement pas, c'est trop dangereux. Je vous parle de deuxième étage et d'amener des réacteurs nucléaires dans l'espace. Et après, on active les réacteurs nucléaires dans l'espace. On ne tire pas des fusées nucléaires. On fait tout le nucléaire dans l'espace, en orbite. Voilà. Et il faut innover. Je pense que l'Europe a un problème avec l'innovation.
et le manque de vision à long terme. On fait que courir après SpaceX. Et on jalouse SpaceX, on dit Elon Musk et tout ça. Il faut voir plus loin. C'est trop tard pour faire du réutilisable maintenant. On a loupé le coche, c'était il y a 15 ans qu'il fallait avoir Maya Space. Mini réacteur nuke est déjà viable, bien sûr. On avait Nerva dans les années 60 qui était certifié vol. On va y revenir. L'innovation est trop imposée, mais c'est le problème de l'Europe. Hein. C'est le problème de l'Europe. Hein. Il faut innover. Il faut pas avoir peur d'innover. Et il faut voir. Et pour dépasser SpaceX, il faut voir en avance de SpaceX. SpaceX, ils veulent aller sur Mars. Il faut pas aller sur Mars. Moi, je suis convaincu que l'avenir, c'est d'aller chercher les astéroïdes. C'est d'aller chercher les astéroïdes, d'aller éliminer. Il nous faut des réacteurs nucléaires, il nous faut des trucs dingues. Et c'est intéressant pour ça, bien sûr. Mais moi, le nucléaire, il faut investir maintenant dans le nucléaire. Les Américains ont commencé à investir dans le nucléaire, les Chinois et les Russes aussi. Dans 5 ans, on a des réacteurs nucléaires dans l'espace. Et il faut investir maintenant, il faut mettre des milliards maintenant. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu triste quand tu me parles de Maya Space et tout. Je dis, ouais, c'est bien, mais c'est trop tard. C'est trop tard. On n'aura pas de super fusée. On peut continuer à les subventionner pour qu'ils bossent, mais c'est pas ça le futur. Le futur, il faut penser à 20-30 ans. Et SpaceX, le problème de SpaceX, c'est qu'ils ont cette vision de 20-30 ans. Ils bossent avec cette vision permanente en tête, c'est pour ça qu'ils vont aussi vite. C'est qu'ils ont une vision. Et les Chinois ont aussi une vision, les Indiens aussi. Et on n'a pas de vision en Europe. C'est un gros problème. Parce que ça se voit qu'on n'a pas de vision. On ne sait pas où on va. On se contente juste de faire 3 trucs pourris réutilisables que SpaceX a déjà fait il y a 15-20 ans. C'est trop tard. On ne peut pas juste regarder les autres et faire la même chose. Il faut innover dans des domaines bien spécifiques. Il faut trouver des super niches. Et vous savez quoi? Si vous innovez dans une super niche, comme du nucléaire, rien ne vous empêche de vous mettre en partenariat avec SpaceX dans 10-15 ans et demander des Starships en échange de la technologie. C'est aussi comme ça qu'il faut voir. Il faut penser en tant que partenaire. Mais ça, c'est compliqué à comprendre, je pense. Donc ouais, moi je suis triste pour les Européens. Parce qu'il y a du talent en Europe. En Europe, on a le talent. On a des ingénieurs, on a des gens motivés, mais il n'y a pas de vision. Pas de vision parce qu'on est gangréné par le technocratique, je pense. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Je partagerai sur Twitter tout. Pour la New Glenn, si vous êtes chaud pour vous lever à 5h du mat, vous aurez les streams hein, sur YouTube et tout. Levez-vous à 5h du mat lundi. Et sinon, quoi qu'il arrive, vendredi, grosse journée. On espère que SpaceX... Alors, SpaceX a des problèmes, là. Il y a des gens qui ont fait des alertes à la bombe et tout, à Starbase, ça fait chier. Donc, on espère qu'ils vont pas décaler les tirs à cause de certains ayatollahs de l'écologie, n'est-ce pas? On va voir. On va voir. Donc, quoi qu'il arrive, vendredi, on sera live. Ça sera sûrement du live vers 19-20h, tir prévu pour 21h. Et on couvrira tout le tir jusqu'à la réentrée dans l'océan Indien. Voilà. 5h... Ah non, moi je stream pas, hein, Belisarius. Hein, je me lève pas à 5h du mat. Faudrait que je me lève à 4h du mat, quoi. Non, merci. C'est bon, hein. Voilà. Non, mais si vous êtes chaud, le tir est prévu pour 6h du mat, heure française. Donc sûrement que les lives seront... J'ai vu du francophone qui allait streamer. Il y a Technique Spatiale et tout qui vont streamer. Allez chez eux. Voilà. Allez chez eux et normalement ils prendront l'antenne vers 5h, tir 6h. Tchernobyl aussi c'était naïf, n'est-ce pas? Oh putain les mecs, mais Tchernobyl, mais lisez des livres sur Tchernobyl. C'était leur putain de RBMK qui était mal designé, mal construit. Le nucléaire c'est génial, est-ce que c'est parfait? Non. Mais les Russes ont fait de la merde de A jusqu'à Z. Avec c'est pas la faute du nucléaire, c'est littéralement la faute de l'homme. Et j'ai... Attends, est-ce que je l'ai là? Ah non, je suis pas du bon côté. Allez lire des bouquins sur Tchernobyl. Et venez pas dire oui mais le nucléaire, c'est pas la faute du nucléaire. C'est les hommes qui sont cons. Les Russes ils ont construit Tchernobyl en 3 ans. Ils ont fait de la merde de A jusqu'à Z avec Tchernobyl. Et ils l'ont payé très très cher. Surtout les Ukrainiens. Voilà. Mais venez pas dire Tchernobyl c'était naïf. Non mec, si tu dis ça c'est que tu connais pas Tchernobyl. Voilà. New Glenn c'est le 8 janvier. Ah non normalement c'est prévu. Alors c'était prévu le 6 hein. À moins que t'aies des sources. Ça a changé peut-être tout à l'heure, ça peut arriver, ça change vite. Hein. Normalement, c'est le 6. Hein. Donc lundi soir, mardi matin, voilà. Je viens de le lire. Ah, ça a été décalé au 8. Donc ça serait mercredi. Eh, ils viennent de décaler, là. Ah bah d'accord, bah, ils viennent de décaler le vol, alors. C'est prévu pour le 8.
Est-ce qu'on a une heure? Est-ce qu'on a une heure? Tiens, est-ce que l'heure a changé? Est-ce que l'heure a changé? Et la catastrophe nucléaire aux USA? Quelle catastrophe nucléaire aux USA? La seule catastrophe nucléaire aux USA, c'est Three Mile Island. Figure-toi que Three Mile Island, ils sont en train de rallumer les réacteurs pour faire tourner des centres de données. C'est ça la catastrophe nucléaire? Sans déconner, il faut pas me lancer sur du nucléaire. Je suis un pro-nuke et j'ai mes arguments. Je te démonte tout. Tous tes arguments que tu vas me donner, je vais te les démonter. Je suis désolé, hein. 10 heures UTC plus... 10 heures UTC plus 1? T'es sérieux, là? 10 heures UTC plus 1? Mais c'est bon, ça! C'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir streamer. Bah, écoute... si Tiens a raison... on va streamer ça, hein. On va streamer ça, hein. On sera là en live, hein. Parce que là, ça va être bon, hein. 10 heures UTC plus 1, c'est pour vous, ça. C'est pour vous, ça, je crois, hein. UTC plus 1. Moi, normalement, je suis en heure islandaise, je suis en UTC, hein. 8 janvier, 7 heures, mais c'est ça. C'est ça, ok, parfait. Parfait, c'est bien du 10 heures UTC. Vous serez en 1 heure de plus. Bon, bah, on sera en live, les mecs, hein. On va être en live, hein. On va faire la Nubienne en live. Et puis, bah, si ça tire, tant mieux. Et puis, si ça tire pas, tant pis, hein. Une des pauvres du réacteur numéro 2. Ça s'appelle Three Mile Island. Sarmat Poséidon. Ça s'appelle l'incident de Three Mile Island. Et figure-toi que la centrale est toujours active. Et qu'ils vont rallumer le réacteur numéro 1, qui est juste à côté du numéro 2. Qui est considéré comme un incident pas très grave. Puisque ça a été mis sous contrôle. Figure-toi que le réacteur a été très bien designé. Et que Three Mile Island est considéré pas comme un incident catastrophique, bien loin de là. Tellement catastrophique que toute la zone est habitable et que le réacteur numéro 1 va être rallumé dans le courant de l'année par Microsoft. C'est Microsoft qui est propriétaire du merdier et qui va faire tourner voilà, qui va faire tourner le réacteur. Donc arrête de me sortir des choses que je connais déjà parce que, comme je dis, j'adore le nucléaire et j'adore et je mets les mains dedans, tu vois. Donc ouais, tu me racontes des conneries là. Oh, c'est vrai, hein, mais t'es vachement alarmiste sur des trucs pas graves, en fait. T'inquiète, c'est pas grave. Mais t'as dû te tromper de stream aussi. Le mec fait du copier-coller Wikipédia, mais bien sûr. Tu vas pas lui demander de connaître l'incident de Three Mile Island sans regarder Wikipédia. Mais soyez sympa. La grenouille, merci pour les bits, ça. Il est pas méchant. Il a entendu des choses, et... il les répète. Il parle de Tchernobyl, il connaît pas Tchernobyl. Il me parle de la catastrophe nucléaire aux US, c'est Three Mile Island. Je la connais bien, la catastrophe. Et j'appelle même pas ça une catastrophe. Voilà. Au moins, il est au courant que ça existe. C'est bien. Il y a des gens, ils savent même pas que ça existe, Three Mile Island. Au moins, il est au courant que ça existe. C'est cool. Donc, c'est qu'il est intéressé. Maintenant, il faut juste qu'il ouvre des bouquins. Attends, il faut que je trouve le super bouquin de Plofky. Ah, je l'ai pas là, fait chier. J'ai un bouquin incroyable sur Tchernobyl où tu vois que les soviétiques ont fait de la merde avec Tchernobyl de A jusqu'à Z. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. J'ai des trucs à faire, j'ai de la cuisine à faire. Il est pas méchant, mais bien sûr que non, il est pas méchant. Il faut être sympa avec les gens. Souvent, comme je dis, je vois beaucoup de gens qui arrivent avec des gros souliers, mais tant que les gens sont pas insultants d'une quelconque façon, bah, vous leur expliquez, vous leur donnez des sources. Vous leur dites d'aller lire des bouquins aussi, certains bouquins. Et voilà. Lire quoi sur le nucléaire? Attendez, je vais vous le trouver directement sur Wiki, Google, Tchernobyl. Le bouquin, c'est le plus récent et c'est considéré comme la Bible sur le sujet. Il est incroyable. Tchernobyl. Non, catastrophe. Non, c'est pas celui-là. Plofky. Le mec a un nom... Ah, Sergei Plofky, je l'ai! Je l'ai! Je te recommande d'aller lire ce bouquin si tu veux en apprendre plus sur... je vais te le montrer. Sur Tchernobyl, si t'es intéressé par le sujet, et t'as l'air, je vais te recommander un bouquin incroyable. Rien à voir avec les conneries de Wikipédia et tout ça. Voilà, c'est considéré comme la source la plus importante. Il y a des risques de nucléaire au final, bien sûr. Mais tu sais que dans la vie, il n'y a rien de safe sans risque à 100%. Et figure-toi que je suis d'accord avec toi. Le mieux qu'on puisse faire, c'est mettre le maximum de sécurité. Mais dans ce cas-là, tu sors pas de chez toi. Tu sais, en Islande, quand je sors de chez moi, il y a des gigantesques stalactites sur la gouttière.
Et j'ai le risque, à chaque fois que je sors de chez moi, que de prendre un stalactite sur la gueule et de mourir. Est-ce que pour autant j'arrête de sortir de chez moi? Il n'y a pas de risque zéro dans la vie. Et je suis d'accord avec toi. Regardez, ça c'est le bouquin. Hop. Non mais il a raison, hein. Il a raison, mais c'est juste que son analyse n'est pas bonne en fait, de conclusion. Regardez, je vous recommande ce bouquin. Je sais pas s'il est en français malheureusement. Apprenez à parler anglais, faites pas chier. C'est un bouquin absolument incroyable. Il n'y a rien de safe au final, ouais. T'as vu, on est d'accord au final. Si je t'avais avec une bonne discussion et une bière, j'arriverais à te faire de toi un pro-nucléaire. Sans aucun doute. Donc, lisez ce bouquin. Et là, tu vas voir, tu vas comprendre la bêtise humaine et les conséquences de la bêtise humaine quand tu fais du nucléaire sans essayer de faire du nucléaire sécurisé. Ce qu'ont fait les soviétiques là, Tchernobyl est une catastrophe humaine. C'est pas une catastrophe nucléaire. C'est une catastrophe humaine à 100%. Et ça a provoqué une catastrophe nucléaire à cause de plein de choses mises ensemble. Quand vous coupez trop sur la sécurité, ça vous pète à la gueule. Voilà. Idée pour un nouveau format. Non, non, non. Non. Mais c'est bien de montrer des sources aux gens. C'est pas que je suis un connard en disant c'est moi qui ai la vérité. C'est qu'il y a des gens plus calés que moi qui écrivent des bouquins sur le sujet. Voilà. Est-ce que les sources des antinucléaires sont bonnes? Bah, c'est pour ça qu'il faut essayer de les convaincre en leur donnant d'autres sources et pour qu'ils essaient de s'enrichir et de découvrir d'autres caisses de résonance. Faut pas être méchant avec les gens, faut jamais les insulter, faut pas leur donner des noms d'oiseaux, tout ça. Faut essayer de les convaincre. Poliment. Bon, écoutez, je m'arrête là. Ce soir, on continuera le run avec Erebor. Ça va être chaud. Direction la montagne du destin. Et demain, du Panzer Corps, on continuera le run avec les elfes. Et écoutez, les nouvelles sont bonnes. Si mercredi, on a la New Glen, en fin de matinée, c'est incroyable. Parce que mercredi, New Glen, vendredi, Starship, samedi, Minute Spatiale. Vous allez en bouffer plein la gueule de la Minute Spatiale. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Passez un bon week-end à tous. Et puis moi, je vous dis à ciao, ciao. Peut-être rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui veulent voir la New Glen. Ça va être quelque chose d'impressionnant. Et pareil pour Starship. Allez, ciao.